Je vous demande d'applaudir Alain Simon. Le micro-cravate fonctionne très bien. J'ai toujours une petite appréhension avec ces micro-cravates. Depuis que j'ai été témoin d'un conférencier, c'était à Paris, qui est allé aux toilettes avec le micro-cravate. Donc depuis, je le débranche avant de prendre la parole. On ne se méfie jamais assez, pas davantage des présentations. C'était très agréable d'entendre ça, mais c'est un peu mensonger. Faire illusion, je peux, on va essayer. C'est bien vous. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent que nous nous sommes déjà rencontrés? Ça vous revient? Tiens, je me doutais bien que ça ne démarrerait pas comme il fallait. Il y a un septennat. Ça ne nous rajeunit pas, hein? Peut-être vous vous souvenez que la dernière fois que nous nous vîmes, que nous nous rencontrâmes et que par là même vous m'ouïtes, car nous allons faire grand genre aujourd'hui. J'intervenais sous le nom d'Alain Simon. Je confirme. Sur ce point, je n'ai pas changé. Et d'ailleurs, je dispose de tous les papiers qui vont avec. Si vous voulez vérifier, j'en profite avant d'être déchu de ma nationalité. Je ne souhaite pas raconter ma vie, d'autant plus que Thierry Wathelet a eu l'obligeance de prononcer une oraison funèbre entume. Je vais juste essayer d'expliquer ce que je fais dans la vie, parce que c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Mon job actuellement, c'était déjà le cas d'ailleurs il y a 7 ans, hein, consiste à aider les gens que je rencontre à essayer de décrypter ce qui se passe dans le monde. En fait, mon principal concurrent, c'est le décodeur de Canal+. J'ai déjà dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, Thierry Wathelet? Ah. S'il n'a pas ses lunettes, il aura que le son et pas l'image, ça va être terrible. Pas simplement l'information lue, mais toutes antennes déployées, et je vous propose une synthèse de ce que j'ai cru comprendre. Ça vous convient comme sujet? Autrement, j'en ai d'autres, hein, si vous préférez. Alors, le monde dont on va parler, ça n'a échappé à personne, a l'air un rien confus. Moi, j'aimerais beaucoup que quand on se quittera tout à l'heure, 1h30 décomptée de maintenant. Hein. On va décompter les arrêts de jeu. J'aimerais bien que le monde vous apparaisse moins Ruby Globe. Je ne vous vois pas, vous êtes là, oui, il y en a quelques-uns. Le monde vous apparaisse moins Ruby Globe que peut-être vous le ressentez. Et pour tenter de comprendre quelque chose à la complexité du monde, la grille de lecture dont je fais usage, c'est la géopolitique. C'est-à-dire que je ne me définis pas comme géopolitologue, mais comme quelqu'un qui utilise la géopolitique. Géopolitologue, comme les ventriloques parlent avec le ventre, moi je parle à l'aide de la géopolitique. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, la géopolitique, c'est jamais qu'un habillage sémantique New Look de ce qu'on m'avait appris sous ce nom-là quand j'étais petit. Et j'aimerais essayer de vous montrer que l'histoire et la géographie, connue actuellement sous le nom de géopolitique, ça peut aider à mieux comprendre et pourquoi pas à mieux décider en entreprise. Pas de malentendu. Je suis absolument désolé. Si c'est pour moi, pouvez-vous dire que je suis occupé, Monsieur le Président? Non, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire, mais j'avais transféré ma ligne sur la vôtre pour ne pas être interrompu. Ah bon, c'est pas de chance. Mais je vous en prie.
ça vous semble improvisé, mais en réalité, nous l'avions préparé, ce numéro-là. Là où les choses sont particulièrement compliquées, c'est que le monde change tous les jours. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes des quotidiens. Pas plus tard que tout à l'heure, tandis que vous grasse-matiniez et que moi je préparais cette rencontre, regardez ce que j'ai trouvé dans les journaux d'aujourd'hui. Chacun y va de sa hiérarchie, de son hit parade, de ses priorités. Vous savez comment vous voulez qu'on s'y repère là-dedans? J'espérais que les gazettes locales clarifieraient les choses. Tu parles. La petite sélection des journaux de ce matin, dont je fais mon point de départ, n'avait d'autre objectif que de vous conforter dans ce que vous saviez d'ailleurs, à savoir trop d'informations. En fait, non, ça ne tue pas l'information, ça tue le sens de l'information. C'est la forêt qui cache l'arbre. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse le tri là-dedans, dans toutes ces informations. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est péripétie, qu'est-ce qui pourrait être tendance lourde. Top là? Votre silence tient lieu d'acceptation. Compte tenu du moment où se passe notre rencontre, du fait que c'est la deuxième fois qu'on se voit, j'aimerais proposer quelque chose que je ne proposais pas il y a 5-6 ans de ça. Il y a 5-6 ans, quand on s'était vu à Nice, je vous avais proposé une lecture géopolitique de ce qu'était le principal objet de nos insomnies à l'époque, la crise. Or, depuis qu'on s'est perdu de vue, moi ça m'a semblé une éternité sans vous voir, le nombre d'événements qui se sont produits. Pas marrant d'ailleurs, hein. C'est fou. J'ai rarement eu, comme maintenant, l'impression que l'actualité était en train d'écrire une page d'histoire. Eh bien, j'aimerais qu'en s'appuyant sur les événements des 5 dernières années, il n'y en a pas beaucoup qui sont marrants, hein, je vous le concède, nous testions la géopolitique dans ses capacités explicatives. C'est plus l'euphorie. Et en fait, je vais essayer de reconstituer devant vous la démarche par laquelle j'ai essayé de donner un peu de sens à cette incroyable confusion-profusion des 5 dernières années. Tout avait commencé, attendez, il y a 5 ans et 1 mois. Tout avait commencé, plus précisément même, c'est étonnant, ce sera l'anniversaire la semaine prochaine. Vous vous souvenez? Comme un bout de fil qui dépassait, que j'ai tiré, et qui me propose une grille de lecture, enfin des clés au bout. Le premier truc qui m'a troublé, il y a tout juste 5 ans, quand on a lancé l'offensive contre Kadhafi, c'était un petit bout de fil tenu. Mais j'ai été surpris de voir que des lézardes se faisaient jour à l'intérieur dedans des meilleures coalitions, de la coalition qu'on avait mise en place pour conduire la guerre contre Kadhafi. Parce qu'au début, peut-être vous vous rappellerez, hein, c'était « je veux voir qu'une seule tête ». Une chic bande de chic copains. Ou un seul rictus. Et vous souvenez-vous, comme c'est bizarre, dès le lendemain, les Italiens n'ont plus vu les choses de la même manière que les autres. Pourquoi cette attitude italienne? Alors, j'ai en mémoire les explications qui ont été fournies à l'époque. C'est sûr qu'il y a dû y avoir des odeurs de gaz. C'est évident qu'il y a eu la crainte légitime de voir les réfugiés débouler à Lampedusa. Il y a peut-être eu aussi, pourquoi pas, chez Berlusconi,
une solidarité apparue lors de soirées bunga bunga avec les Amazones de Kadhafi. Simplement, c'est un peu comme dans les tontons flingueurs. De ces explications, il y en a, mais il n'y a pas que de ça. Il faut un peu de référence. Il y a aussi l'histoire, cet aspect de la géopolitique. L'histoire qui explique, qui permet de comprendre, l'histoire que j'aimerais que l'on convoque à la barre des témoins. Faites entrer l'histoire, je vous prie. Oh, mais attendez, mais c'est pas n'importe où pour les Italiens, cette région. C'est pas d'ailleurs non plus n'importe quand les millésimes 11. Mais attendez, mais oui, ce sont les Italiens qui avaient débarqué dans la région, un siècle tout juste, montre en main, en y trouvant 3 provinces, Cyrénaïque, Faisan, Tripolitaine, qui n'avaient rien à faire entre elles, que les Italiens ont agrégées pour tenter d'en faire un État qui est devenu indépendant 40 ans après. C'est une construction italienne. C'est pas parce que je suis né à une époque où la Libye existait qu'il faut que j'en déduise qu'elle était de toute éternité. Ça, c'est un piège, hein, la confusion entre la durée de nos vies et la durée de l'histoire. Ben, je peux comprendre qu'ils n'aient pas goût à assister à la destruction d'un de leurs bâtis. Tous les architectes sont comme ça. Et puis en plus, peut-être que vous avez remarqué, il y a comme un trou dans leur emploi du temps. Que faisiez-vous entre 1911 et 2002 ? C'est que ce n'est pas n'importe quel Italien qui a agrégé Pastasciute, i tre pezzettini. C'est un Italien éminemment honteux et traumatique, Mussolini à Benghazi. Ça explique la posture italienne. Chaque fois que les gens veulent intervenir en Libye au risque de la détruire, eux, ils sont réticents. Et puis chaque fois que les gens veulent essayer de revenir en Libye pour la reconstruire, ils ne veulent pas y aller. Eux, ils veulent y aller. C'est l'histoire qui explique. Mais subitement, il y a 5 ans, un truc est apparu qui m'a semblé début de clé de lecture. Cyrénaïque, Tripolitaine, Faisan. Les noms des 3 provinces dont je n'avais personnellement plus entendu parler depuis 1911. Je les ai vus réapparaître il y a 5 ans. Parce que, il y a 5 ans, ce dont il s'est agi, peut-être vous vous rappellerez, c'est d'une révolte de ce que j'avais complètement oublié avoir été la Cyrénaïque, si tant est que je ne l'ai jamais su, contre un pouvoir dont je ne suis même pas sûr d'avoir su qu'il avait été tripolitain. C'est ressorti. 320 millions d'Américains, ça leur est revenu en mémoire que la Cyrénaïque avait eu existé, qu'elle avait eu une capitale, Benghazi, quand leur ambassadeur en Libye a été assassiné. C'est même ça qui plombe, un des aspects qui plombe la candidature d'Hillary Clinton aujourd'hui. Ils recommencent à se référer à Cyrénaïque. Ils ont même ressorti de la naphtaline le drapeau cyrénicain. Ça réapparaît sur les cartes. Tac, tac, tac. Et savez-vous d'où il vient le clivage cyrénaïque, tripolitaine? Je m'occuperai du Faisan après, qui avait existé jusqu'en 1911, qui a été occulté pendant un siècle, que j'ai cru être une éternité parce que je confonds la durée de ma vie, blablabla, bla, 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 et qui réapparaît au bout d'un siècle, qui se révèle n'avoir été qu'une simple parenthèse historique. Vous savez d'où ça vient? J'apprécierais que vous ne soyez pas cacophonique dans vos réponses. Il y a quelqu'un? On n'est quand même pas président par hasard. À Cache-Tampon, président, vous chauffez. C'est la vieille ligne de fracture qui était apparue, Cyrénaïque tripolitaine, en 4 après JC, quand a été schismé l'Empire romain entre Empire d'Orient, Empire d'Occident, Cyrénaïque tripolitaine, tropisme vers l'Égypte, tropisme vers le Maghreb. Mais quand je regarde cette vieillerie de ringarditude de cartes d'un autre âge,
Parce qu'attendez, la géopolitique, c'est l'histoire et la géographie. L'histoire, j'ai déjà dit qu'il fallait s'en servir, la géographie aussi, c'est les deux. Il y a un truc qui me trouble au présent. Mais dites-moi, mais la Grèce, elle ne faisait pas partie de l'Empire d'Occident. Eh bien, si comme certains ont l'air de l'envisager depuis 5 ans. Attendez, il y a même des gens qui se demandent, est-ce que c'est un pays européen ? Est-ce que ce serait un drame si les Grecs et les Chypriotes quittaient l'Euronavire ? Est-ce que c'est à nous de nous occuper de tout ça ? Est-ce qu'on ne devrait pas les exclure de Schengen ? Mais alors, dites-moi, dans quelques années, les historiens qui auront du recul, on n'en a pas, ils diront peut-être, on a fait fort entre 2011 et 2016. On a reconstitué une vieille ligne de fracture qu'on croyait oubliée, alors qu'elle n'était que recouverte. Les historiens diront peut-être, en prenant du recul sur les 5 années que nous venons de vivre, nous avons compris, en 5 ans, que le mouvement des plaques historiques, je veux dire le mouvement du temps long de l'histoire, comme le mouvement des plaques tectoniques, le mouvement du temps très long de la géologie, sont capables de foutre par terre les constructions humaines. Ça peut être des centrales nucléaires, des biens immeubles, ça peut être des États. Une leçon des 5 dernières années pourrait être « c'est le temps long qui a le dernier mot ». Quelle leçon! Parce que je rappelle que si on exclut, comme c'est envisagé, la Grèce de Schengen, elle sera comme la Roumanie et la Bulgarie, c'est-à-dire on aura reconstitué complètement cette ligne de fracture des temps anciens. Et puis vous savez, les fractures, tous les chirurgiens le disent, quand bien même on les réduit, elles demeurent des zones de fragilité. C'est souvent là que s'en produisent des nouvelles fractures. C'est pour ça que sur les murs, quand il y a une fissure, on met un repère pour voir si ça ne se prolonge pas. Mais dites donc, je rappelle que c'est également dans le prolongement de cette fracture que s'en est opérée une autre, 4 siècles après. Celle qui a fracturé, schismé la chrétienté entre... Tiens, finalement, quand je vois ça, je me rends compte que je me suis déplumé en 5 ans. C'est cruel. En même temps, c'est peut-être le début d'une auréole. Finalement, Saint-Simon, il y a un précédent. Hein. Jusqu'à maintenant, je pensais que la seule façon pour moi d'avoir une auréole, c'est d'essayer de nettoyer moi-même une tâche. Finalement, j'ai trouvé d'autres solutions. Bon, fin de parenthèse. Je rappelle que c'est autour de cette ligne de fracture que s'est schismée la chrétienté entre la chrétienté orthodoxe et la chrétienté hétérodoxe. Ce vieux schisme qu'ils ont essayé de rabibocher. Mais attendez, mais il n'y a rien qui vous trouble au titre des 5 dernières années ? C'est étrange, que ce soit à Cuba, ça mériterait d'être analysé d'ailleurs. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans ? Parce que tout le monde nous dit, l'Ukraine, c'est russophone, ukrainophone. Pas du tout. La fracture qui est réapparue, c'est entre la partie de l'Ukraine qui était orthodoxe et la partie de l'Ukraine qui restait catholique. Et d'ailleurs, tiens, monsieur Alexis Tsipras, Premier ministre grec, élu en janvier 2015, réélu en octobre, vous vous souvenez, qui revendique d'être mécréant, avait refusé de prêter serment sur la Bible, ce qui en Grèce est pour le moins sulfureux. La première visite qu'il a faite, la première chose qu'il a dite à Bruxelles, c'est de s'opposer aux sanctions contre Poutine à propos de l'Ukraine. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister à la résurgence, là encore, d'une ligne de fracture que nous pensions enfouie. Les illusions avec lesquelles nous regardait le monde
nous auront aveuglés. Et Poutine a parfaitement compris qu'il fallait appuyer là où ça faisait mal. Si on ne fait pas appel au temps long, on ne comprend rien. Hein, si on ne fait pas appel à l'histoire. C'est partout vrai. Même à Paris, tiens, pour comprendre les résultats des élections. Parce que c'est marrant, ça ressemble à la carte de l'Ukraine. Si vous ne faites pas appel au temps long de la géologie, non, de la climatologie, encore plus long, on ne comprend rien. Je rappelle que les vents dominants viennent de là, de La Rochelle. Donc on a mis les usines, les fumées et les pauvres de ce côté-là. Seule l'histoire permet de comprendre. Vous souvenez-vous que tout à l'heure j'évoquais 3 provinces en Libye, Cyrénaïque, Tripolitaine. Et la 3e, vous vous rappelez? Le Faisan. Il est où le Faisan? Coucou, le revoilou. Sous les décombres de ce qui reste de cette construction conjoncturelle qui s'est appelée la Libye. Je vois réapparaître le Faisan, dont je fais observer que ce n'est pas seulement la partie la plus méridionale de l'ex-Libye à feu et à sang. Mais chacun a remarqué que c'est aussi la partie la plus orientale de l'actuelle zone des tempêtes, de la zone dans laquelle se déplaçaient librement, depuis des temps immémoriaux, le temps long, archaïque, des aborigènes. Les aborigènes, les gens qui étaient là dès le début, pas les gens qui sont arrivés en retard. Nomades, Touaregs. Attendez, ça vous n'êtes pas troublés? Avant qu'ils soient envahis et colonisés successivement par des Arabes, puis par des Turcs, enfin par des Français, qui leur ont imposé des frontières du temps court dont ils n'ont rien à faire, parce que pour les nomades, les frontières, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les botte, c'est les pistes. Pour mémoire, il y avait également des aborigènes sédentaires, ça s'appelle des Kabyles et des Berbères. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Alors, au début de la période de 5 ans à laquelle je me réfère, on a cru qu'on menait un combat en Libye. Et puis 2 ans après, on a dit, rien à voir, affrontement au Mali. Et puis on a découvert ensuite que l'affrontement au Mali, il contagiait l'Algérie. Taratata! Soit que nous assistons, c'est un embrasement d'une zone qui précédait les découpages frontaliers du temps court. Ce dont les militaires français ont pris acte, parce que l'intervention au Mali, dans un premier temps, elle s'appelait Serval, quand ils ont compris que ça concernait la région, ça s'est appelé Barkhane. Et puis mettez-vous un instant dans la peau des Touaregs. Ça les a moyennement enthousiasmés, quand on a dessiné les frontières des temps courts, de se retrouver sous tutelle soit de leurs anciens envahisseurs arabes, soit de leurs anciens esclaves noirs. Eh bien, ce sont ces conflits qui sont en train de réapparaître et qui provoquent l'éclatement du Mali. En fait, ce que j'ai découvert petit à petit au cours de l'année 2011, c'est que nous avons appris à regarder le monde avec des cartes du temps court et que pour comprendre ce qui se passe, il faut faire appel au territoire et au temps long. La perception et la réalité, ça rejoint, je crois, ce qu'un illusionniste, moi je me contente de faire illusion, vous a déjà raconté. Je n'ai pas attendu Houellebecq pour le savoir. Et de tous côtés, ça se vérifie. La revanche des territoires sur les cartes. Vous souvenez-vous quand il y a eu cette épouvantable prise d'otages dans un centre commercial au Kenya? Un truc qui pourrait bien nous pendre au nez d'ailleurs. J'entendais des journaleux pour dire « ces arbis, ils viennent de plein de pays différents et ils causent tous la même langue.
Eh, couillon! Peut pas comprendre si on regarde avec des focales de presbyte alors qu'il faut un regard de myope. Parce que de tous les côtés, les vieilles lignes de fracture dont on pense s'être affranchies par des jeunes cartes, on voit réapparaître en Afrique la fracture entre la partie de l'Afrique qui était animisto-chrétienne et celle qui était animisto-musulmane. C'est ça qui est en train de ressortir de tous les côtés. Et je dois vous dire que depuis 2 ans, j'ai d'innombrables illustrations qui valident ce que je crois percevoir de la période actuelle, la revanche des cartes sur les territoires. Pardon, des territoires sur les cartes. Du temps long sur le temps court. Innombrables exemples. Je bois du petit lait. Même si ce n'est pas ma boisson préférée, parce que comme disait Audiard, je boirai du lait quand les vaches boufferont du raisin. Vous en voulez des exemples récents? Depuis 2 ans? Tout avait commencé il y a 2 ans, lorsque l'on a découvert que les islamistes radicaux, on était un peu approximatif, hein. On a appris à affiner. On était encore dans une époque où on croyait que tous les Chinois se ressemblaient. De quoi s'est-il agi? Le temps long, vous dis-je. Il faut savoir que cette région a été pendant 7 siècles sous tutelle de l'Empire ottoman. Lorsque l'Empire ottoman a été sur le point d'être battu, il y a 1 siècle, pour avoir choisi le mauvais camp dans la Première Guerre mondiale. Battu et démantelé, parce que de toute façon, il n'y a pas d'exemple d'un empire qui survive à sa défaite. Les futurs vainqueurs, il y a 1 siècle, se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire le jour venu de cette région de merde. Les futurs vainqueurs, qui ça? Des noms. Le ministre français et britannique des Affaires étrangères, messieurs Picot et Sykes. En 1916, tout juste 1 siècle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit, le jour venu, ça va être bien compliqué, cette région, parce que dans la région, vous avez là aussi des aborigènes et des envahisseurs. Comme l'autre, hein. Alors, les aborigènes, c'est les Kurdes. Les envahisseurs, c'est les Turcs et les Arabes. Comme il se doit, les envahisseurs sont allés dans la plaine et les envahissés sont réfugiés en montagne. Logique. C'est plus compliqué encore. Parce que dans cette région, vous avez des musulmans et des pas musulmans. C'est encore plus compliqué. C'est comme pour les papous-apous, les papous-papous, etc. Chez les pas musulmans, il y a des pré-chrétiens, les yazidis, et des post-chrétiens. Chez les musulmans, c'est très complexe aussi, parce que vous avez des sunnites, vous avez des chiites, j'en passe. Et ils se sont dit, messieurs Sykes et Picot, si le jour venu après démantèlement de l'Empire ottoman, on applique dans la région la démocratie, on va tomber sur un bec, parce qu'on va découvrir que tous ces gens se définissent par leur appartenance identitaire. Comme un seul homme. Et ce ne sera pas des élections, ce sera des recensements. Et on se dirige plein pot, ont-ils tout de suite vu, vers une dictature de la majorité. Alors ils ont dit, on n'est pas des imbéciles. On a même de l'instruction. Le jour venu, sur les décombres de l'Empire ottoman, on va dessiner des cartes. À la longue, les gens finiront par croire que c'est des pays. D'un côté, on va mettre
une majorité de chiites qu'on va placer sous dictature d'une minorité sunnite. C'est pas con. De l'autre côté, vice et vertu, une majorité de sunnites qu'on placera sous dictature minoritaire chiite. Il y en a là-dedans, hein. Ce sera dictature aussi. Mais dictature de la minorité, c'est moins ennuyeux que celle de la majorité, parce que comme la minorité c'est minoritaire, elle ne pousse pas le bouchon des provoques trop loin. Qu'est-ce qu'on a dessiné à ce moment-là, respectivement, l'Irak et la Syrie, confirmé par le traité de Versailles. Quant aux Kurdes, eh ben, après leur avoir laissé croire qu'ils auraient eu un État, on a dit, vous serez éparpillés façon puzzle entre les anciens pays, Turquie, Perse, et puis les nouveaux. Et le piège qui nous claque en figure, c'est qu'on a appris à regarder cette région avec les cartes qui ont résulté de ces accords, les cartes du temps court. Parce que lorsque les Américains, en 2003, ont débarqué à Bagdad avec leurs gros Rangers, ils ont éliminé le dictateur minoritaire sunnite irakien Saddam Hussein, qui était une ordure à éliminer. Je suis d'accord, j'espère qu'il n'y a personne de la famille. Mais il ne fallait surtout pas éliminer en même temps la dictature minoritaire sunnite. Il ne fallait pas jeter le bébé l'eau du bain. Enfin, il fallait remplacer Saddam Hussein par un Hussein Saddam. Fréquentable. Parce que qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Les sunnites minoritaires chassés du pouvoir en Irak ont été submergés par les chiites majoritaires revanchards. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils sont allés voir de l'autre côté de la frontière à peine sèche. C'est rien un siècle pour une frontière. Où il y avait des potes à eux, autres sunnites, qui eux avaient jamais eu accès au pouvoir. Et ils sont passés avec armes, armées, officiers supérieurs et bagages, pour reconstituer en réalité une entité homogène sunnite transfrontalière, remettant en cause les accords Sykes-Picot de 1916, dont ça m'étonnerait qu'on fête le 100e anniversaire cette année, balayant les frontières du temps court pour reconstituer un Sunnistan homogène, qui se définit comme chiistophobe. Et d'ailleurs, la première des choses qu'ils ont faites, c'est de détruire les postes frontières. Du temps court. Et ils ont même parfois de l'humour. Je dois vous dire que le plus souvent, leur humour m'échappe. Enfin, je pars de l'idée qu'a priori, un vendredi, il y a peu de chances que j'en ai dans la salle. Parce qu'ils ont pris des photos en franchissant les ex-frontières avec du matériel piqué aux Américains, sur le thème « au cochon sans rancune ». C'est peut-être pas l'expression qu'ils utilisent, mais vous voyez le principe. Nous sommes là encore en train d'assister à une remise en cause des choix faits il y a un siècle, avec lesquels nous avons appris à regarder le monde. Et on ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que État islamique en Irak et au Levant, je veux bien qu'on l'appelle Daesh, mais c'est ni plus ni moins que la reconstitution d'une entité sunnite sur les décombres des choix faits au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et comme ça concerne évidemment le démantèlement de l'Empire ottoman, ça m'étonne qu'à moitié qu'ils en profitent pour attaquer l'Empire ottoman, enfin, la capitale. Et d'ailleurs, tous les problèmes qui se passent là-bas, ce sont les conséquences de l'impossibilité de maintenir durablement les choix faits au lendemain du démantèlement de l'Empire ottoman. Que ça me donne à penser qu'il aurait peut-être fallu y penser plus tôt, parce que c'est très clair, seule la Turquie pouvait maintenir la stabilité dans cette région. On aurait mieux fait de faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne pour qu'elle permette de contrôler la région. Parce que maintenant, c'est complètement la queue entre les jambes qu'on s'adresse à elle. Et aujourd'hui, la Turquie dit très bien,
Bah, c'est pas la Turquie qui a besoin de l'Europe, c'est l'Europe qui a besoin de la Turquie. Quelle faute historique. Et ça n'a pas arrêté depuis 2 ans. Les variantes sur le thème revanche des territoires sur les cartes. Tiens, une autre région conjoncturelle, un patchwork abracadabrantesque. Il y a 2 ans, l'Ukraine. Attendez, tout le monde voit bien que l'Ukraine est un agrégat de briques et de brocs, avec des morceaux d'empire austro-hongrois, des bouts de Pologne, un morceau d'empire russe, un bout de Roumanie, etc. Et tout un chacun peut constater que c'est seulement depuis 60 ans, ça c'est le FSB, je m'en doutais, je me hâte de poursuivre, que depuis 60 ans seulement, que la Crimée est rattachée à l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'en 1954, Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste soviétique à l'époque, et ukrainien, un jour de biture aggravée, avait confié la Crimée en gérance à l'Ukraine, ce qui ne coûtait rien, vu que les deux étant des républiques soviétiques socialistes, c'est comme si la main droite confiait à la poche gauche. Oui, mais attendez, lorsqu'après 1991, l'URSS a été battue, donc démantelée, eh bien, du jour au lendemain, la Russie a perdu le contrôle qu'elle exerçait depuis très longtemps sur la Crimée, directement d'abord par l'intermédiaire de l'Ukraine ensuite. Et pour Poutine, dont la référence, c'est le temps long. Ça, je ne peux pas lui reprocher. Pour lui, la référence, c'est l'Empire russe, la Grande Catherine et Pierre le Grand. C'était insupportable. D'ailleurs, il le dit, hein. Il l'a toujours dit. Le démantèlement de l'URSS a été la grande catastrophe géopolitique du XXe siècle pour la Russie. Mémoire un peu sélective, mais enfin bon. Et ce que nous avons vécu, nous, il y a 2 ans, comme kidnapping, il faut être très clair, de son point de vue, c'est la libération d'un otage. C'est la récupération d'une Alsace-Lorraine. Je ne lui donne pas raison. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas compris. Surtout qu'il n'avait pas caché son jeu. Hein. Quand il avait commandé les 2 Mistral, vous vous souvenez ? Perdant. L'un des deux, il l'avait appelé Vladivostok, et l'autre, il l'a appelé... En fait, ce qui se passe en ce moment depuis 5 ans, c'est qu'il est en train de reconstituer un territoire orthodoxe homogène qui balaye les choix, là encore, faits au lendemain des guerres mondiales du XXe siècle. Et la question qui peut se poser, c'est pourquoi il fait ça maintenant ? J'ai une hypothèse à formuler. Vous buvez rien, vous ? Ça ne vous dérange pas ? Et peut-être qu'il a mis du polonium dedans. Hypothèse pour expliquer que ça se passe maintenant, pas avant, pas après. C'est qu'il profite, Poutine, de la bouffée isolationniste américaine. J'explique. Les États-Unis avaient dit, Obama, en août 2013, en cas de bombardement chimique des populations civiles en Syrie, on tape. Vous vous souvenez ? Hollande avait répondu, moi aussi. Bombardement chimique des populations civiles en Syrie, il y a eu pas tapé. Hollande a répondu, moi non plus. Il n'y avait pas le choix d'ailleurs. Traduit en russe, ça devient pourquoi les Américains sont-ils capables de se battre ? Question qu'on devrait se poser d'ailleurs en ce qui nous concerne aussi d'ailleurs. Attendez, même après ça, il n'y a pas eu de réaction.
s'engouffrant dans la brèche de l'isolationnisme, enfin du non-interventionnisme américain, Poutine avance son pion. Il connaît que les rapports de force. Et c'est là qu'il apparaît peut-être que les ravages de l'isolationnisme sont peut-être pires que les dégâts de l'interventionnisme. En tout cas, le balancement interventionnisme-isolationnisme aux États-Unis, ils marquent leur histoire. En général, c'est des mouvements de balancier sur 30 ans. Là, ils ont compris, ils ont interrompu rapidement. Mais peut-être qu'avec Trump, on retournerait dans un isolationnisme pur et dur. Casse-cou. Alors, moi, je ne reproche pas à Poutine de s'engouffrer dans la vacance laissée par les Américains. Hein. Moi, c'est pareil. Quand Coyote me dit qu'il n'y a pas de gendarmes, bon. Là où je trouve qu'il est faucheton, Poutine, Monsieur Vladimirovitch, c'est que lui aussi se réfère au temps long. Ça, il ne faut pas lui reprocher. Attendez. Quand il a fait le simulacre de référendum il y a 2 ans pour l'indépendance de la Crimée, je dis simulacre parce que comme il y avait 84% des Criméens qui étaient russophones orthodoxes, les instituts de sondage ne pouvaient pas beaucoup se tromper. Il a tenu des propos en cyrillique sur le thème criméenne, criméen. Restez pas avec les Ukrainiens qui ont été collabos. Rejoignez la Russie qui a été au cœur de la coalition anti-nazie. C'est pas faux, hein? Mais là où je dis que c'est sournois, c'est qu'en s'appuyant ainsi sur la légitimité du temps long, il est, ipso facto aussi, en train de ressortir de la bouteille tout ce qui avait justement servi à légitimer l'expansionnisme nazi. Parce que c'était ça, les nazis disaient. On a des potes à nous dans un autre pays qui causent la même langue et pratiquent la même religion. Faut vite aller les libérer, les Sudètes. Là, c'est particulièrement sournois, car s'appuyant sur les oripeaux de l'antinazisme, il est en train de ressortir tout ce qui avait provoqué les révolutions identitaires, la xénophobie, le nationalisme, la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, c'est pas bien, monsieur Vladimirovitch. M'en parler. Et c'est d'autant plus pas bien qu'imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui entonne le même refrain. Parce que, attendez, à temps long et demi, imaginez qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la région qui, pour faire taire des tensions intérieures, joue sur la carte du nationalisme. Comme Poutine, quoi. Qui ça? Ben, je ne sais pas, moi, Erdogan en Turquie. Il en est capable, hein. Et qui disent, belote, rebelote, 10 de der, minute. Avant d'être russe, la Crimée, elle faisait partie de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, les 14% qui ont voté contre, ce sont des Tatars, turcophones, musulmans. Et imaginez qu'ils disent alors à son tour, on leur fait des misères aux Tatars. Faut vite qu'on aille à la rescousse. Attendez, mais j'invente rien. Mais là où on s'arrête, dernier en date des entretiens entre Poutine et Erdogan a été pollué par le fait que Poutine a reproché à Erdogan son rôle protecteur par rapport aux Tatars de Crimée. Quand on y réfléchit, c'est la poubelle qui se moque du vide-ordure. Hein. Sans compter qu'évidemment, les Tatars de Crimée qui se sont réfugiés comme ils pouvaient en Ukraine, ils coupent l'électricité dans la Crimée. Donc ça dégénère dans tous les sens.
Mais alors à ce moment, ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec un affrontement entre les nostalgiques de l'Empire russe démantelé et les inconsolables de l'Empire ottoman démantibulé. Casse-cou! J'ai envie de demander l'asile politique dans une autre galaxie. Mais attendez, c'est ça qui se passe. Le retour des vieux démons. Et le bisque-bisquerage, il a lieu dans les détroits, parce que ce qui intéresse les Russes, c'est pas de faire des ronds dans l'eau en mer Noire, c'est d'accéder aux mers chaudes. Or, pour ça, il faut passer par le Bosphore et les Dardanelles. Et Erdogan peut dire « kick ». D'accord, il n'a pas le droit, il y a des traités, mais c'est autant vous dire que ce soit Poutine ou Erdogan, les écrits, ils ont un peu tendance à les parcourir d'un derrière distrait. Et puis ça se passe aussi dans les airs. Vous l'avez bien vu. J'invente rien, nous y sommes. J'aurais tellement aimé que les faits me donnent tort. De tous les côtés, nous sommes en train d'assister à une résurgence du temps long et des territoires et des identités face au temps court et aux cartes. Et si je vous raconte ça, c'est pas seulement pour que vous soyez au spectacle des étranges étrangers. Oh, ils sont bizarres, les autres. Ben, c'est vrai, plein de gens trouvent que les étrangers sont exotiques. Il y a même des gens qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers dans le monde actuellement. C'est parce que, vous savez, c'est le genre de choses dont nous sommes capables, nous aussi. Parce que chez nous aussi, il y a des vieilles lignes de fracture qu'on croit oubliées, au motif qu'on aurait rajouté de la feutrine sur les tables, on croirait que ça aurait fait disparaître les fractures entre les tables. Si, t'y regardez. Attendez, c'est 4 siècles après la rupture de l'Empire romain, hein. Et moi, ça m'a quand même sacrément troublé de voir que le dernier affrontement entre les descendants des petits-fils de Charlemagne qui s'étaient partagé l'Empire en 843, le dernier affrontement saignant entre Francie orientale, tiens, la Bretagne en est pas partie, le dernier affrontement saignant, il a eu lieu précisément un millénaire après, là où avait été signé le traité. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le passé ne passe pas, hein. On en est capable en Europe aussi. Vous avez remarqué les bouffées identitaires ? Je rappelle qu'on n'est pas passé loin s'agissant des Écossais. Je vais essayer d'éviter aujourd'hui Saint-Patrick, les Irlandais. Ah bon ? Ce serait un truc nouveau ? Pour les Écossais, c'était moins juste, hein, je vous rappelle. Le référendum, vous vous souvenez ? Ils avaient déjà prévu le poste frontière. Et comme ils ont envoyé au Parlement britannique 53 députés indépendantistes sur 53, ça peut repartir. Et puis si d'aventure il devait y avoir Brexit, ce serait un angle-exit. Parce que les Écossais, eux, ils ne veulent pas quitter l'Union européenne. Alors qu'est-ce qui leur arrive aux Écossais? Alors eux, ils ont une vieille histoire. Pardon, excusez-moi. Ils rentreraient dans l'euro. C'est loin d'être simple, hein. Mais on verrait l'éclatement du royaume jadis uni. Pour eux, les Écossais, il faut le savoir, c'est le temps long qui est essentiel. La référence historique pour eux, c'est la bataille de Bannockburn en 1314. Ça s'appelle les Nations, hein. Et là, pour le coup, ça joue. Bataille de Bannockburn, où un roi d'Écosse a flanqué une branlée à un roi d'Angleterre. Il y a des supporters, des hooligans peut-être. L'Écosse est devenue indépendante. Le rattachement Écosse-Angleterre n'a eu lieu qu'en 1607 ou 1103, je ne sais plus.
lorsque c'est un roi d'Écosse qui est devenu roi d'Angleterre. Jacques, il s'appelait, Jacques Ier. C'est pour ça que le drapeau s'appelle Union Jack, parce qu'il se serait appelé Thierry, le drapeau se serait appelé Union Thierry. Vous comprenez? Bon. Et en fait, il y a eu inversion seulement en 1707, lorsque c'est l'Angleterre qui a pris le contrôle de l'Écosse. Donc pour eux, le temps long, c'est l'indépendance. Le temps court, la dépendance. Alors bon, admettons que ça puisse expliquer ce truc-là pour les Écossais, mais ça n'explique pas pour les Flamands, les flaflas. Regardez la carte, j'arrête pas de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les Écossais et les Flamands? La carte de l'Empire romain. Mais attendez, ce sont les territoires et les peuples, comme les Irlandais d'ailleurs, qui étaient à la lisière extérieure de l'Empire romain, séparés par un mur qu'on croyait oublié, Adrien. Enfin, oublié dans le sol, pas dans la tête, hein. Séparés ici, Flandre, Wallonie, par une frontière qu'on ne voit plus, un cortège de villes qui portent des noms en gem. Affligem, Wevelgem. Ça veut dire, en flamand, ville de garnison. Le point commun de ces gens-là, c'est que c'est une révolte des barbares de l'Empire romain. Ils n'en ont peut-être même pas conscience eux-mêmes, c'est dingue. Et les Catalans, alors, Monsieur Manuel Valls? Les Catalans, il ne faut pas qu'ils exabusent. Ils étaient dans l'Empire romain quand même. Il ne faut pas charrier. Sauf que pour les Catalans, là aussi, le passé ne passe pas. Il y a un traumatisme indélébile. Le 11 septembre. Pas le 11 septembre. Le 11 septembre 1714. Ça ne nous rajeunit pas. Guerre de succession en Espagne. Les Bourbons l'emportent sur les Habsbourg. Les Bourbons soutenus par Louis XIV qui disait qu'il n'y avait plus de Pyrénées, que c'est une menterie. Tout le monde peut vérifier le contraire. Tant que les Catalans dépendaient des Habsbourg, ils dépendaient au moins autant de Vienne que de Madrid. Ça leur allait pas mal. Du jour au lendemain, ils dépendent exclusivement de Madrid. Ça passe plus. Sans compter que les troupes madrilènes rentrent à Barcelone le 11 septembre 1714 en commettant des oradours sur glane. Et c'est pour ça que tous les 11 septembre, les Catalans se réunissent en ressortant de la naphtaline les costumes de l'époque, se réunissent devant le monument qui est en mémoire du général catalan battu dont le corps a été traîné par les Bourbons dans les villes. C'est pour ça qu'ils font tous les 11 septembre des grandes manifs. Et qu'à 17h14, ils font une chaîne humaine. C'est pour ça que quand il y a des matchs de foot au Camp Nou, parce que vous sentez que les matchs Barça-Real n'ont pas seulement le sens dont on nous cause dans l'équipe. Il ne faut surtout pas aller faire pipi pendant la mi-temps. C'est le truc le plus intéressant. Parce qu'au bout de 17 minutes 14 secondes, les mi-temps sont un peu plus longues là-bas, il y a une immense holla au cri d'Independencia. C'est toujours ça qui travaille. Et puis, si les Catalans ne nient pas un instant avoir été dans l'Empire romain, est-ce que vous savez d'où vient le mot de Catalogne? C'est important les mots, vous savez, c'est ce qui sert à se comprendre ou à se mentir. Le mot, ça vient de Gotalunya, le pays des Goths. Ils considèrent qu'ils descendent des Goths et pas des Ibères. Et puis alors, ça n'a pas arrêté depuis 2 ans. J'en reviens pas moi-même.
il y a un autre type qui a voulu toucher à la carte au risque de faire ressurgir les territoires. Parce que la leçon, c'est ça, hein. Quelles que soient les couches de vernis qu'on peut mettre, les marqueteries subsistent. Mais si vous vous souvenez, je suis sûr. Et alors là, je dois dire que ça a été un florilège jubilatoire. Je vous livre quelques-unes des pépites glanées de nombreux exercices de créativité. J'essaye de faire couleur locale. On voit ressortir, tels les légumes oubliés, des appellations d'un autre âge. Si, regardez, tiens, la lotharingie, vous vous rappelez, j'en parlais. Il y a des endroits dans lesquels on se dit, ça devrait être plus fastoche, vu que jadis, ils faisaient partie du même territoire. Tu parles! Parce que se pose tout de suite la question de savoir où c'est-il donc qu'on va mettre la capitale? Bah, enfin, à Dijon, mais pas du tout, à Besançon. Bah, regardez ce qu'ils ont envisagé. Parce que c'est tout le sujet. Tiens, il m'était déjà arrivé de venir dans cette région et de constater que les Charentais maritimais, ou maritimains, maritimes, manquaient d'enthousiasme à l'idée d'être rattachés à l'ectoplasme limouchantre. Pourquoi? Figurez-vous que c'est dans un journal à Bordeaux que j'ai eu la réponse. Mais attendez, bien sûr, c'est qu'ici la référence, c'est Aliénor d'Aquitaine, les Plantagenets. Et ça me donne à penser d'ailleurs que si on avait voulu toucher à la carte pour reconstituer des régions qui s'adossent à des identités territoriales, ça aurait été autrement plus astucieux de s'appuyer sur les zones de diffusion de la presse régionale. Parce qu'au moins, ça correspond à quelque chose. Enfin, on m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit, faisons comme pour le téléphone, 01, 02, 03, et ainsi de suite. Sauf que j'aurais par là même supprimé des voitures de fonction et puis que j'aurais jamais été élu sur ce programme. Et attendez, ça continue. Les Corses, là, quand ils ont prêté le serment en Corse, c'est sur un texte qui date d'avant le rattachement de la Corse à la France. C'est incroyable. De tous les côtés, ça ressort. Et la question qui se pose à nouveau, c'est mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Tout à l'heure, je mettais en cause l'isolationnisme américain. Là, il ne faut pas exagérer quand même. J'ai une autre hypothèse. Si ça ressort maintenant, c'est parce qu'il y a des périodes qui sont propices à laisser croire à l'enfouissement. D'autres pas. En gros, lorsque le présent est satisfaisant, que l'avenir semble chatoyant, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais quand le présent est glauque, que l'avenir semble lugubre, alors là, c'est le début de la nostalgie pour un passé mythifié. Et on est dans une de ces périodes-là, propice à la nostalgie. Et justement, nous y voilà. Je vous ai parlé 1314.
1714, 1914. En fait, cette partie de mon exposé pourrait avoir comme sous-titre « C'est reparti comme en 14 », mais sans préciser les 2 chiffres avant. Mais il y a aussi eu, il y a 2 ans, 1514. Bah, 500e anniversaire de la mort de la duchesse, que je salue d'ailleurs au passage. Une entrée de star. De la duchesse Anne de Bretagne. Laquelle duchesse Anne de Bretagne, vous le savez sans doute, a dû épouser 2 rois de France, successivement, avant que le duché soit rattaché au royaume. Et elle avait, dans son contrat de mariage, bien spécifié, post-scriptum, en échange, mon duché bénéficiera d'un statut de duty free. Ben c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autoroute payante en Bretagne, que c'est des 4 voies gratos. Enfin, gratos. Disons que le mode de prélèvement est différent, c'est des radars. Enfin bon. Mais c'est spécifique, je veux dire. Et que chaque fois qu'on a le malheur de toucher au statut de duty free de la Bretagne, et qu'il fallait donc être totalement amnésique, la vue basse et les idées courtes, pour installer des portiques d'écotaxe en Bretagne, en pleine période d'inquiétude quant à l'avenir, vu qu'il y a des arrois quant au présent, enfin. Fallait-je avoir jamais assisté à un congrès des LR? C'est la minute promotionnelle. Et ça continue. En ce moment, on voit ressurgir d'autres fractures. Tiens, des fractures qu'on croyait oubliées, entre les pays qui ont eu des colonies très longtemps et ceux qui soit n'en ont pas eu, ou alors les ont perdus très tôt. Ben si, parce que les premiers, ils ont été habitués au reflux. Ça s'est jamais bien passé, les autres pas du tout. On voit très bien aujourd'hui réapparaître également, dans les attitudes qu'ils ont, les pays qui ont appris à penser à l'Est et ceux qui ont appris à penser à l'Ouest, d'un mur qu'on croyait disparu. Parce qu'à l'Ouest, on a tous connu les métissages qui ne sont jamais bien passés. À l'Est, jamais. En Pologne, ils ont connu que la purification ethnique. Les Juifs, toutes les Allemands expulsés. Nous sommes en train de voir ressortir toutes les vieilles lignes de fracture du temps long, dont notre regard imbibé de temps court nous avait laissé croire qu'ils avaient disparu. Parce que finalement, c'est vrai. C'est comme ça que ça se termine. Et quelles que soient les tentatives pour en venir à bout, ça ressort. Pour l'hypothèse où certains d'entre vous seraient en train de se demander pourquoi diable fait-on intervenir un type qui nous parle temps long, temps court, carte territoire, à nous qu'on est des dirigeants d'entreprise? Quel rapport? Je comprends cette interrogation. Je vais vous livrer une piste. Si vous ne faites pas le lien entre ce que je raconte et qui avait vocation métaphorique et ce que vous vivez en entreprise, je suggère de remplacer carte par organigramme et territoire par organisation. Et je vais prendre un exemple. L'autre jour, dans une entreprise française avec une forte culture sécuritaire, une culture d'ingénieur, on m'a raconté qu'ils avaient signé un contrat en Inde, en ayant un peu oublié que jadis, ça s'appelait les Indes. Et ils pensaient avoir verrouillé l'affaire en recrutant en Inde des ingénieurs avec Bac plus 18, vu qu'on peut s'offrir là-bas des graines de nobelisables pour le prix des analphabètes français.
Ils ont été de désastre en catastrophe, jusqu'à ce qu'ils découvrent que le T-boy, la Madelon qui apporte le thé à la récré, quoi, le Madelon, était brahmane. Et c'est lui qui donnait des ordres à tout le monde. Eh bien, en Vladek ont compris qu'il ne faut pas plus confondre l'organigramme et l'organisation que la carte et le territoire. Ce que je vous raconte là est absolument transposable en entreprise, nonobstant les tentatives que nous faisons d'élaborer des organigrammes, ne surtout pas imaginer que ça fait disparaître les identités entre ceux qui ont une culture absorbeur, ceux qui ont une culture absorbée, etc. Maître Chronos me foudroie du regard, et il va falloir, faute d'être capable de conclure, que je termine. Ce qui n'est pas pareil. J'aimerais qu'au terme des 5 années qui s'achèvent et nous achèvent, des 90 minutes par lesquelles on a parcouru l'actualité, vous modifiez peut-être votre relation à l'histoire, et notamment la relation à l'avenir. Cette candide idée qu'il serait possible de prévoir quoi que ce soit. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est que ma crainte, c'est que le futur soit du passé en préparation. En outre, je rappelle qu'aucun des événements dont je viens de parler, qui viennent de se produire, n'avait été prévu. Que beaucoup soient explicables, j'ai essayé de le faire. Ne veut pas dire qu'ils étaient prévisibles. Hein. C'est pas parce qu'un truc est explicable a posteriori que ça veut dire que c'était prévisible a priori. Et le fait qu'on était incapable de prévoir quoi que ce soit devrait nous vacciner contre la tentation prévisionniste. Souvenez-vous, par exemple, tiens, il y a 5 ans, quand on se projetait à horizon 1 an, mai 2011, mai 2012, nos prévisions. Quelle leçon d'humilité. Vous comprenez pourquoi il est prudent, le Juppé? Parce que 3 jours après, s'il y a une leçon à retenir, c'est bien ça. Je viens de vous dire quelles étaient mes craintes, mais ça ne veut pas dire que j'en fais une prévision. Au Japon, 3 jours avant l'apocalypse, leur inquiétude, c'était une menace extérieure. C'est pas de chance, parce que le danger, il allait être intérieur. Je trouve que plutôt que d'imaginer que le futur puisse être différent de notre présent, acceptons l'hypothèse que nous puissions assister à un retour des mauvais démons. J'aimerais même que nous acceptions, avec tout ce qui vient de nous arriver, de comprendre qu'il y a un écart abyssal entre ce que nous craignons et ce qui nous menace, entre la carte de nos inquiétudes et le territoire des dangers. C'est une leçon d'humilité, vous savez. Je démarrais tout à l'heure sur le thème « Est-ce que nous vivons une époque historique ?» J'ai répondu oui, dans tous les sens du terme, puisque c'est également un retour du temps long. Il va falloir qu'on se quitte. J'ai envie qu'on se quitte sur une question plus simple. Est-ce que l'époque est dramatique, comme certains ont l'air de le penser? Historique, je vous ai dit pourquoi, mais dramatique, notamment dans ce pays où il y a une incroyable complaisance pour le déclin, voire le suicide. Alors là, on va être clair, la réponse est non. Historique peut-être, dramatique pas du tout. Parce que j'aimerais que nous veuillions bien garder souvenir de ce que d'autres générations ont eu à relever comme défi. Qu'on garde le mot dramatique pour ce qu'il a été vraiment. Ce serait indécent aujourd'hui. Je ne nie pas, loin s'en faut, que la période soit inquiétante, mais dramatique, non.
Je ne sais pas d'ailleurs de quel courage nous serons capables si les temps devaient se durcir. Pour ma part, j'ai encore jamais eu à démontrer que j'étais pas trouillard. C'est le défi. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur. Il s'agit de n'être pas paralysé par la peur. Et je trouve qu'on a, en ce moment, un certain nombre de gens qui nous montrent qu'il est possible, bien que ce soit inquiétant, de réagir de manière ironique, ce système de défense. Et je vais délivrer mes Oscars. Médaille d'or de la réactivité ironique, involontaire en l'occurrence, en période difficile, la Caisse d'assurance maladie du Cantal. Ils sont trop forts. Non, mais je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Autre exemple, nos amis belges qui ont été confrontés, vous le savez, au mois de novembre, à un blackout lorsqu'on leur a demandé de ne plus utiliser leurs réseaux sociaux pendant que Bruxelles était en état de siège. Et qui ont réagi avec une ironie extraordinaire au lieu de tomber dans la déprime à la française. Vous vous souvenez? Ils sont continués à se donner des signes de vie, mais sans préciser d'où ils s'adressaient, la parole les uns les autres. Et je donne la médaille particulière, évidemment, à la police belge, qui, dès le lundi matin, a répondu de la sorte. Et hors concours, la capacité de répondre par l'ironie à des temps difficiles. Toujours l'administration belge, la Belgique énorme, qui a choisi pour mener la lutte contre l'islam radical un ministre de l'Intérieur qui s'appelle... Quelle leçon! Alors, vu que ce n'est pas dramatique, j'aimerais laisser les mots de la fin à quelqu'un qui résume tout ce que je vous ai raconté. Vrai ou faux? Vrai, hein? On peut terminer en chanson ou pas? Si, si. Sur le thème, pourvu que ça recommence pas, quoi. Allez. Il y en a pour 1 minute. Faites que jamais ne revienne. Cette phrase magnifique de la chanson de Barbara avait été reprise par Helmut Kohl pour la commémoration du 40e anniversaire du traité franco-allemand. Moi, je la reprends à mon compte, je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Faites que jamais ne revienne. Prenez soin de vous, allez en paix, n'oubliez pas de vivre et n'omettez jamais que les pessimistes sont condamnés à être des spectateurs.